suis heureux, au nom de l'Appel académique de Paris, de vous accueillir pour cette nouvelle journée autour de l'école inclusive. Vous accueillir très nombreux, parents d'élèves, chefs d'établissement, enseignants, dans les locaux de la direction diocésaine. Avant que ne démarre notre table ronde, je voudrais remercier nos partenaires, les associations et les organismes présents, les membres et les permanents de l'Appel de Paris, mais surtout les membres de la commission ICF qui ont beaucoup travaillé et beaucoup donné dans la préparation de cet événement. Nous avions l'année dernière lancé une première manifestation autour de l'école inclusive, qui avait déjà rassemblé beaucoup de monde. Et beaucoup avaient émis le souhait de pouvoir échanger et rencontrer des interlocuteurs autour des 10. Donc nous avons donc monté cette nouvelle matinée pour qu'elle soit plus proche et plus en adéquation avec vos souhaits. Aider les élèves à se projeter dans leur avenir, promouvoir et favoriser la scolarité de tous les enfants à besoins éducatifs particuliers, tout en favorisant l'implication des parents de ces enfants. Tels sont les rôles que nous devons assumer au sein des appels autour de ces sujets. Forte de ces convictions, l'Appel de Paris est là aujourd'hui pour vous permettre de rencontrer, d'échanger, de trouver des informations auprès de ces différents acteurs. Merci à vous tous pour votre présence et d'avoir bravé certaines difficultés pour venir ce matin. Et je vous souhaite à tous une très bonne matinée. Et sachez que vous pouvez compter sur le service ICF et les membres de l'Appel de Paris pour leur implication et pour leur aide. Je passe la parole à Virginie. Donc je vais reprendre les mots de mon président et vous remercier d'avoir bravé les gilets jaunes pour venir nous rencontrer. Je suis Virginie Durin, je suis la responsable de l'information et conseil aux familles de l'Appel départemental et région Paris. Je suis l'instigatrice de ces écoles inclusives, ces 2 matinées. Donc là, vous êtes à la 2e matinée. Bienvenue. On a traversé Ulysse et après l'année dernière. Cette année, on s'ouvre à l'avenir des 10. Et je voulais juste vous préciser notre démarche à l'appel, pourquoi on a voulu faire une école inclusive comme thème de nos journées. La loi de 2005, c'est une loi d'inclusion des enfants qui était là pour répondre à un désir du législateur d'intégrer les enfants, enfin les adultes, pardon, dans le monde professionnel. On a vu qu'on avait du mal à intégrer les adultes différents dans le monde professionnel et on s'est dit on va intégrer les enfants en premier. Cette loi, elle a un équivalent à l'Europe, c'est la directive de désinstitutionnalisation. C'est un gros mot. Je ne vous l'ai pas fait en anglais. Et c'est une directive justement pour sortir les enfants des murs, sortir les enfants des institutions, pour qu'ils soient inclus dans les écoles pour enfants ordinaires. Donc on voulait valoriser cette action pour que ces murs d'institutions soient aussi relayés dans les esprits des personnes. Et c'est pour ça qu'on est très heureux du succès, très heureux de la médiatisation sur Facebook, puisqu'on a eu plus de 200 partages, on a eu 15 000 personnes qui ont vu l'affiche. On a mis, grâce à tous les présidents d'appel des établissements de Paris, on a mis des affiches dans tous les établissements scolaires. On voulait, en plus de faire cette journée pour vous, on a fait cette journée pour les parents des enfants ordinaires, pour qu'ils voient que dans chaque école, on inclut. Dans chaque école, on veut recevoir tous les enfants et plus tard, tous les adultes. Voilà, merci. Je vais vous passer la parole à mon amie Aliénor, qui va vous lire un témoignage d'un autre enfant. Je suis Jean. J'ai 11 ans, je suis en 6e. Pour m'aider à l'école, on a mis en place un plan d'accompagnement personnalisé. J'ai peur de vous en parler car ça ne se voit pas. J'ai peur que vous vous moquiez de moi. Je vis avec un TDAH top.
trouble déficit de l'attention avec hyperactivité et impulsivité, trouble de l'opposition et de la provocation. Ton dinosaure albinos allait au quai. Qu'est-ce qu'il a de spécial mon comportement? Il y a longtemps que je me sens différent. Je suis plutôt enjouée, mais il m'arrive souvent de me fâcher soudainement pour un rien. Ma colère, je la sens monter comme une lave bouillante, et je suis un volcan prêt à exploser. Je peux geindre, bougonner, piquer une crise, parce qu'on me demande de faire mes devoirs, de rester assis à côté du professeur, d'arrêter de tripoter mes stylos, jouer aux jeux vidéo, d'aller au lit. À l'école, je peux lâcher mon crayon par terre, triturer ma trousse ou avoir envie de pleurer car je ne comprends pas la consigne. J'ai la bougeotte et me sens impuissant face à mes émotions. C'est gênant et je déteste faire des crises, mais je suis incapable de me retenir. Suis-je normale? On a vu plein de spécialistes et fait plein de tests. Conclusion, TDAH, impulsivité top et dyspraxie. J'ai demandé si j'étais fou. Non, Jean, tu es tout à fait normal, même plutôt intelligent, et je te déclare champion de courage, car tu fais tout le temps des efforts. Le TDAH fait de toi un chat garou. Tu es parfois doux, enjoué comme un chaton, mais une consigne ou un événement te transforme brusquement en loup-garou. C'est plus fort que toi. Tu n'arrives pas à arrêter la transformation. Lorsque tu redeviens chat, tu regrettes et as honte, et cela te rend très triste. Cela m'a rassurée, ce n'est pas parce que je ne veux pas, mais parce que je ne peux pas. Qu'est-ce que c'est? Le TDAH, c'est un trouble neurologique causé par un problème dans l'autoroute de l'information. Les agents de circulation ne sont pas efficaces, par exemple ils ne voient plus, et du coup la circulation est difficile, c'est la pagaille, les idées se bousculent, ça bug. Tout le monde a des soucis pour rester concentré quand il est fatigué. Et pour 5% des enfants en France, cela pose un vrai problème pour qu'on parle de TDAH. Dans une classe de 30 élèves, cela fait 1,5 personnes. Il y a plein de formes de TDAH, autant que d'enfants presque, car même sans TDAH, on est tous différents. Je ne peux pas aussi souvent que vous. Rester concentré pendant tout un cours, revenir au cours alors que mon cerveau a une autre idée, rester calme, réfléchir avant d'agir, lire et surtout écouter une double consigne, rester sans bouger quand je commence à stresser, apprendre, réciter ce que j'ai appris, rédiger quand cela démarre, contrôler mes noms, ma colère quand on m'ordonne quelque chose, organiser mon emploi du temps, savoir quel jour on est, lire quelques lignes, un document complexe ou trop petit, je lis dans tous les sens, je ne vois pas certaines questions, je ne sais plus ce que je lis. TDAH à dompter. Tout ceci me fatigue, car je fais des efforts pour me concentrer, dompter mes émotions, lire de gauche à droite. Et les résultats ne sont pas toujours là. Je sais que je peux énerver les autres, les professeurs par mon comportement quand je dérape. Je me fais punir alors que souvent ce n'est pas de ma volonté. Parfois j'en ai marre de venir au collège, mais ce n'est pas une excuse, je dois m'adapter. Toute une équipe pour m'accompagner. Médecins, famille, collège. Mes points forts. Je suis très bon en pâte à glace. J'ai appris en 3 fois tout seul. À 3 ans, je faisais du vélo sans roulette. Quand je m'excuse, je suis sincère. J'ai plein d'idées tout le temps et ça change tout le temps. J'adore passer du temps avec mes amis, ça me rassure quand on remarque les efforts que je fais. Quand j'explose, faut pas essayer de me discuter avec moi le temps que je me calme. Être jaloux de moi, c'est comme être jaloux du fauteuil d'un paralysé. Pour votre information, j'ai besoin de 3 fois plus d'énergie qu'un enfant normal, donc je dois faire 3 fois plus d'efforts. Je suis donc beaucoup plus fatigable. Tout ceci génère une extrême dépendance, un manque d'autonomie. Ce n'est pas un choix, la maladie enferme l'enfant dans son présent. Il est impossible d'anticiper, de s'organiser à l'avance. La 6e, la 4e et la seconde sont particulièrement difficiles. Procrastination, maître mot. L'hyperactivité ajoute un trouble de la vigilance. Je ne peux faire 2 choses à la fois. Tout ceci génère souffrance et mauvaise estime de soi. Incapacité à faire et non mauvaise volonté, je n'y peux rien. Ces enfants sont abreuvés de consignes, concentre-toi, écoute, fais des efforts, etc. Mais c'est comme demander à un sourd d'écouter de la musique, un handicapé en fauteuil de se lever et de marcher, un épileptique d'arrêter sa crise. L'éducation dans la culture française. On souligne les fautes et pas les efforts et les progrès. C'est 80% héréditaire, ça ne se guérit pas, on apprend à faire autrement. Merci. Bonjour à tous, difficile de prendre la parole après ce témoignage. Je suis Florence Mirande, chargée de mission pour l'enseignement catholique de Paris, chargée de mission et référente pour l'école inclusive, pour tous les établissements de l'enseignement catholique de Paris.
J'ai une lourde tâche, moi une tâche qui m'enthousiasme, mais je rêve, il y a des rêves, et mon rêve c'est que ma fonction et ma mission disparaissent, ce qui veut dire qu'on sera arrivé à l'aboutissement de l'école inclusive et qu'on sera vraiment dans l'école inclusive. Dans cette mission, j'accompagne les chefs d'établissement dans la mise en place de leurs projets et les établissements dans leurs projets. C'est une mission qui est transversale pour la direction diocésaine de l'enseignement catholique. Bien entendu, tous mes collègues et toute la direction diocésaine est au service de cette école inclusive. Et tous les petits pas et toutes les actions que nous menons en direction diocésaine vont vers cette école inclusive. Moi, je suis référente sur ce dossier, mais bien entendu, tous mes collègues sont partie prenante de cette évolution et de cet idéal qui est l'école inclusive. On en parlera tout à l'heure. Pour ces troubles 10, cet handicap invisible, en 2009, il y a eu des orientations, des préconisations. La dynamique a été enclenchée. L'évolution est positive, lente, mais positive. Pour nous, nous y voyons 3 leviers, 3 champs d'action possibles. Pour nous, quand je dis nous, c'est la direction du CESEN. Le premier champ d'action, c'est la formation des enseignants, qui a beaucoup évolué en une dizaine d'années, en tout cas pour nous, dans nos actions et nos impulsions. On est passé d'une boîte à outils qu'on pouvait donner aux enseignants à un changement de posture, à une formation sur des changements de posture et la prise en charge des élèves, et un changement de regard, une posture pédagogique différente. On voit bien que la question de la note, tout à l'heure, le jeune a parlé des progrès et la notion de progrès. Ce changement de posture pédagogique, c'est vraiment ce que nous cherchons à initier dans la formation des chefs d'établissement. Le deuxième levier possible que nous y voyons, c'est de travailler avec les établissements scolaires pour qu'il y ait des personnes ressources dans les établissements, personnes qui seraient des interlocuteurs un petit peu plus compétentes ou qualifiées pour être en relation avec toutes les familles et les enseignants, notamment dans les équipes pédagogiques. Et puis le troisième levier que nous y voyons, c'est un travail en réseau, c'est-à-dire que travailler sur l'école inclusive, on ne travaille pas tout seul dans un établissement scolaire, et ouvrir les établissements scolaires à des partenaires. Et c'est comme ça que je vois cette matinée d'aujourd'hui, ce travail en réseau et avec l'appel, et puis toutes les associations qui sont là. Je trouve que c'est une formidable dynamique qui se crée, et c'est comme ça qu'on va arriver à faire une promotion de l'école inclusive. Voilà. Bonjour à chacune et à chacun. Oui, le témoignage de ce jeune est vraiment, il a tout dit. Que dire après, finalement, de nos évolutions, et ce qui montre bien que nous avons à aller les voir et à aller écouter ce qu'ils ont à nous dire. Et d'ailleurs, ces témoignages ont permis à l'école d'avancer. Voilà, donc je suis Véronique Coutou, rédactrice en chef d'un site qui s'appelle Vers une école inclusive. Ce site existe depuis 2004, c'est pour ça qu'il avait déjà il avait ce titre Vers une école inclusive, hein, et nous n'y sommes pas encore, donc on peut encore garder le vers. Voilà. Hein. Donc je vous invite à aller consulter ce site. Alors par ailleurs, je termine un long parcours professionnel, puisque j'ai été enseignante, j'ai été chef d'établissement, j'ai travaillé en direction diocésaine sur un poste équivalent de celui de Florence il y a de nombreuses années. J'ai été aussi en charge de la formation des enseignants spécialisés et puis de la formation des enseignants. Voilà, donc j'ai fait beaucoup de formation et de recherche. Actuellement, je travaille pour un réseau congréganiste en tant que délégué à l'accompagnement des chefs d'établissement et des équipes de direction. Et par ailleurs, je continue des actions de formation et de recherche sur cette thématique parce que ça a été le fil rouge de ma carrière. C'est-à-dire que moi, en tant qu'enseignante, dès mes premières années, et ça remonte loin, parce que ça fait 42 ans, j'ose le dire, mon premier questionnement, ça a été de me dire, mais pourquoi certains élèves ne comprennent pas ce que j'essaye de travailler avec eux? Et en fait, sans doute que mon réflexe premier, qui est lié à mon histoire personnelle, etc., a été de me dire, c'est pas l'élève, c'est moi. C'est-à-dire, moi, en tant qu'enseignante, qu'est-ce que je ne fais pas, ou comment je m'y prends mal,
et ce qui aboutit au fait qu'il y a des élèves qui restent sur le bord. Voilà. Et donc, je dirais, ce fil rouge, il m'a accompagné toute ma vie professionnelle et je ne suis pas prête, enfin, je vais m'arrêter sans doute bientôt institutionnellement, mais je continuerai dans ce domaine-là, parce que c'est ça qui m'a ouvert tout mon champ de réflexion, de recherche et de formation que je fais actuellement. Alors, qu'est-ce que je veux partager avec vous aujourd'hui autour de la question des enfants qui ont des troubles des apprentissages? C'est d'abord vous dire qu'il y a des évolutions importantes depuis... Alors, 2005 est un moment clé, mais évidemment, il y a eu des choses avant et il y a eu des choses après. Quelles sont ces évolutions qui font regarder les choses autrement? Et bien sûr, certains parmi vous vont dire « mais c'est jamais assez, on n'en est pas encore là, c'est pas vrai partout ce que vous dites ». Bien sûr, je ne peux pas avoir une vision, comment rendre compte de la réalité, d'une réalité aussi diverse, aussi complexe et aussi hétérogène d'un lieu à l'autre. Mais quand même, dans les années 80, on a commencé à être sollicité par des parents d'enfants dyslexiques. Ces premiers parents, je le date à ce moment-là, hein, ils venaient nous voir en disant « voilà, écoutez, il faut nous écouter parce que nos enfants ont dit qu'ils ont des problèmes psychologiques, parce qu'à l'époque c'était ça, ce qui remettait en cause la famille, parce que à cette époque-là, comme on l'a eu sur l'autisme, comme on l'a eu sur des cas d'anorexie, comme on l'a eu sur des tas de choses, la vision qu'on avait, c'était une entrée psychologique. Et on disait finalement, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, qui fait que l'enfant a ce trouble-là. Et puis, heureusement, toute l'imagerie médicale, tous les progrès des neurosciences ont transformé cette conception et cette approche psychologique en une approche autour du trouble et en disant ce que nous a dit le jeune, c'est-à-dire dans son cerveau, ben, ça ne fonctionne pas voilà, de manière neurotypique, hein, c'est-à-dire que les circuits d'information, de prise d'information, de restitution, de mémorisation, d'attention ne vont pas fonctionner tout à fait normalement, mais pour autant, bien sûr, il y a du potentiel, ils peuvent apprendre, mais à condition de mettre en place d'autres choses. Donc cette conception, on l'a fait évoluer, hein, d'une approche très psychologique à une approche neurologique, j'ai envie de dire, neuroscientifique, qui modifie vraiment la compréhension de ces fonctionnements. Donc ça veut dire qu'on a des nouvelles connaissances et que ces nouvelles connaissances nous donnent des éléments pour mieux comprendre le fonctionnement de ces enfants. Alors comment ces connaissances maintenant arrivent aux enseignants, hein? Donc c'est toute la question de la formation de tous les enseignants et pas que des enseignants spécialisés, même si les enseignants spécialisés sont des ressources importantes pour diffuser hein, ces connaissances, ces éléments de compréhension, regarder les enfants autrement. Et donc, comprenant mieux ces fonctionnements différents, ben, ça veut dire qu'on peut mieux ajuster les aides, voilà, et les adaptations possibles. Je soulignerai dans cette évolution, et je ne le fais pas de manière démagogique, mais c'est vraiment une réalité, c'est-à-dire tout le travail des associations de parents. C'est-à-dire les parents apportent des ressources à l'école. Mais pour qu'elles soient reçues, il faut certaines conditions. C'est-à-dire qu'il faut qu'on rentre dans un dialogue de confiance, et j'y reviendrai aussi. Mais en tout cas, très clairement, et que ce soit aux États-Unis, ou que ce soit en Italie, que ce soit en Europe, hein, c'est les associations de parents qui ont fait bouger hein, la problématique, et qui peuvent nous permettre encore aujourd'hui, et les enseignants sont demandeurs, si la relation est bien établie. Si évidemment on y va un peu, dans une posture très combative, l'enseignant il a plutôt se sentir mis en question. Hein. Plus on va être dans la relation de confiance qui se tisse, eh ben, mieux l'enseignant va entendre. Bien sûr, je sais que par derrière, vous pourriez avoir des exemples d'enseignants qui ne vous ont pas écouté. Hein, voilà. Mais en tout cas, ce qu'ont fait les associations, c'est un poids énorme dans cette question de la compréhension de leurs enfants et des ressources qu'ils nous ont apportées. Et donc, de ça, on a une vraie évolution des pratiques pédagogiques. Aujourd'hui, il faut se rendre compte que tout enseignant a rencontré dans son parcours d'enseignant professionnel des enfants voilà, qui ont un trouble de l'apprentissage, que ce soit un trouble de l'attention avec hyperactivité, que ce soit de la dyslexie, que ce soit de la dyspraxie, la dysphasie. Certains troubles sont plus faciles à prendre en compte que d'autres, hein, mais
voilà, il y a vraiment eu des adaptations qui sont mises en place, donc autour d'une formalisation, c'est-à-dire que ça passe par des projets personnalisés, hein, qui vont permettre d'établir ce dont a besoin l'enfant. Ce qui n'est sans doute pas encore compris, c'est finalement cette notion de besoin d'aide. Voilà, et j'y reviendrai aussi. Hein. Dans le témoignage du jeune, il y a une phrase qui m'a beaucoup touchée, parce que c'est quelque chose que je travaille beaucoup avec les enseignants encore, c'est faire comprendre aux enseignants que certains enfants ne peuvent pas. C'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas. Et ça, c'est vraiment, quand l'enseignant a compris ça, alors il se dégage quelque chose. C'est pas qu'il ne veut pas lire, c'est qu'il ne peut pas lire. Et s'il ne peut pas lire, ça veut dire que je dois remplacer le fait qu'il ne peut pas lire. Et le changement de représentation pour les enseignants qui s'est opéré, parce que c'est un changement radical dans notre école française, c'est que c'est pas parce que je ne sais pas lire que je ne comprends rien. C'est pas parce que je ne parle pas que je ne comprends rien. C'est pas parce que je suis avec une hyperactivité que je ne comprends rien. Voilà. Et ça, le rapport à l'écrit qui passe dans notre école très académique, qui a un poids très très important, ça, si vous voulez, on est encore dans ce changement de représentation. Il faut comprendre que pour les enseignants, et peut-être que certains parmi vous sont parents et enseignants, donc ils ont la double casquette, et ça aussi, ça a été un point d'appui pour faire bouger les choses. Hein. Les enseignants, parents d'enfants ayant un trouble de l'apprentissage. C'est des personnes ressources aussi dans nos établissements, parce qu'ils nous aident à comprendre, finalement aussi, de leur double place, ce qui se passe. Hein. Voilà. Donc, comprendre il ne peut pas lire, mais ça ne l'empêche pas de comprendre, ça veut dire que je vais compenser le fait qu'il ne peut pas lire. Et comment je compense en classe il ne peut pas lire? Eh bien, ça veut dire que je lui donne un support audio, ça veut dire qu'il y a un élève qui lit pour lui, ça veut dire que j'allège le texte, voilà, et donc on va mesurer tous ces degrés d'aide différents possibles. Voilà, et vraiment, moi je travaille avec des petits groupes d'enseignants sur l'analyse de leurs pratiques, dans les accompagner au plus près de leur questionnement, c'est-à-dire on part vraiment de la situation d'un élève, il me parle de cet élève, alors cet élève, qu'est-ce que vous diriez de lui? Qu'est-ce qu'il sait faire? Qu'est-ce qu'il ne sait pas faire? Qu'est-ce qui vous dérange aussi? Prise de conscience par l'enseignant de, finalement, un enfant hyperactif, c'est quand même, il faut bien se rendre compte, dans un collectif de 30, 35, c'est problématique. Hein, voilà. Et donc, par exemple, j'ai un très bel exemple d'une enseignante, elle avait un enfant qui triturait des choses dans sa trousse. Voilà. Et quand elle a pris conscience que ça l'a dérangé, elle a dit, mais en fait, c'est ridicule, quoi. Enfin, je veux dire, ok, j'accepte, ça me dérange, mais du coup, je vais essayer de ne plus le voir. Parce que si je me focalise tout le temps sur le fait qu'il triture, eh ben, je ne rentre pas dans la compréhension de ça. Et il a besoin de triturer pour écouter. Donc, laissons-le triturer. Et puis moi, je fais ce chemin de dire, finalement, ça ne me dérange pas qu'il triture des objets dans sa trousse, si ça ne bouscule pas toute la classe. Voilà, on a un équilibre à tenir. Et ça, je crois que pour les parents, on voit pas ce qui se passe dans une classe. C'est quand même très compliqué de gérer un collectif. Et essayez-vous, j'avais mené des expériences pour montrer aux parents ce qui se passe dans une classe. Je me souviens d'une école qui avait fait des matinées tabourées. C'est-à-dire qu'à tour de rôle, les parents pouvaient venir dans la classe, s'asseoir sur un tabouret pour regarder comment ça se passait. Et quand on réalise tout ce qu'il faut gérer dans une classe, on comprend mieux comment c'est difficile. Mais voilà, il y a une vraie évolution. Il faut que j'avance parce que j'ai 20 minutes normalement. Alors, les autres progrès, et ça on n'est pas au bout, ça commence, mais vraiment ça va développer des choses très très intéressantes, c'est tous les outils numériques. Aujourd'hui, mon téléphone portable me permet de dicter mon message, et donc, vous voyez, on a des contradictions, parce que quand le ministre interdit le téléphone à l'école, oui, on comprend bien pourquoi, mais en même temps, c'est l'outil le plus facile que tout le monde va avoir et qui permet de traduire directement un message oral en message écrit. Voilà. Donc, très rapidement, l'enfant peut rédiger sa réponse et ça va être traduit en message écrit. Voilà. Donc, un enfant qui ne peut pas écrire, avec une sévère dyslexie, ou une sévère dysorthographie, voilà, on a l'outil. Voilà. Donc ça, ce champ de tous les outils numériques, ça va être extraordinaire.
L'autre point aussi, dans le changement de pratique pédagogique, qui est un élément qui va continuer à tracer son chemin et qui va ouvrir des pistes, et qui modifie en profondeur notre école, c'est toutes les pratiques de coopération au sein de l'école. À la fois entre les enseignants et partenaires. Aujourd'hui, les enseignants savent de mieux en mieux travailler avec des partenaires, et y compris avec les établissements spécialisés, qui n'ont pas été fermés en France dans la loi de 2005. Et actuellement, on assiste à une nouvelle accélération dans cette collaboration établissement spécialisé, école. Ce qui fait que les ressources spécialisées, imaginez un enfant avec un trouble sévère de l'attention, hyperactivité, suivi en même temps par un service de soins, ben ça veut dire que l'éducateur de son service de soins, si on est dans une collaboration plus partagée, va pouvoir venir dans l'école et aider l'enseignant à gérer ça. Alors il y a tous les accompagnants, donc on voit des pratiques de coopération qui font que l'enseignant n'est plus seul dans sa classe. Voilà, ça c'est un grand changement, que ce soit les AVS, que ce soit les accompagnants, que ce soit ces éducateurs spécialisés. Le métier d'enseignant n'est plus un métier solitaire, il devient un métier de travail d'équipe, ce qui pose des tas de questions d'organisation, je passe. Et on a aussi des pratiques de coopération entre les élèves. Et ça, vous, parents, il faut que vous compreniez que c'est intéressant. Parce qu'on va voir aussi que l'AVS ou l'accompagnant, il y a des limites. Voilà, c'est utile, mais il peut y avoir des limites. Et vous le savez peut-être déjà. Mais en tout cas, ce qu'il se joue autour des pratiques de coopération entre les élèves est très intéressant, et pas intéressant seulement pour les élèves qui ont des troubles, mais intéressant pour les élèves qui sont tuteurs. Et des recherches ont montré que les élèves qui n'avaient pas de problème à l'école tiraient grand bénéfice de ces pratiques de coopération. Parce que ça les oblige à expliciter les procédures qu'ils emploient, traduire. D'abord, ils ont le vocabulaire adapté. Souvent, le professeur emploie un vocabulaire qui n'est pas forcément compréhensible aussi. Voilà. Donc ça, c'est tous les progrès. Voilà. Il me semble que j'ai listé dans ces évolutions des choses très positives, et en disant attention, enfin voilà, en étant tout à fait consciente que à naviguer comme je navigue un peu partout en France, c'est ce que je peux constater, mais qu'en même temps, effectivement, dans des lieux, c'est pas partout comme ça encore. Un point que je voudrais rajouter, c'est qu'on parle d'abord d'un enfant, et de son prénom, et pas de son trouble ou de son étiquette. Et ça, c'est, voilà, vous venez parler de votre enfant. C'était, comment s'appelait notre jeune garçon ? Jean. Jean, voilà. C'est Jean, c'est pas un TDAH, c'est Jean. C'est pas un BEP, c'est Jean. Voilà. Et ça, il faut vraiment aussi sortir de cette logique. C'est-à-dire, quand vous parlez de votre enfant, c'est d'abord dire tout ce qu'il sait, tout ce qu'il est. Et puis après, dire, ben voilà, il a une particularité, parce que dans son développement, ben voilà, on ne sait pas trop pourquoi, mais voilà, il a cette particularité. Et cette particularité, aujourd'hui, on est aussi dans reconnaître ce que nous apportent ces enfants différents ou ces adultes différents. Des recherches ont été faites sur l'apport de particularités dans les entreprises. Alors peut-être que vous en parlerez, voilà, donc je ne vais pas plus loin. Mais voilà, ça modifie le climat de l'entreprise. Et nous, à l'école, maintenant, il faudrait qu'ils modifient les climats de classe et d'école. Et ce que font certains, voilà. Alors, quels effets on constate depuis 2005, parce que ça fait quand même 13 ans, et beaucoup de choses se sont passées depuis 13 ans. Cette loi, elle a vraiment été déclencheur d'une nouvelle dynamique et d'un changement de conception de représentation. Beaucoup de choses autour de l'aménagement des examens. Alors, c'est pas parfait, on tâtonne, mais quand même, il y a des possibilités d'aménagement, de secrétaire, comment dire, de temps en plus, d'ordinateur, de devoirs spécifiques. Donc on a vraiment des choses. On a des réussites aux examens. J'ai un établissement à Combloux, Saint-Gervais, où sur 10 élèves reconnus avec des troubles des apprentissages, 6 ont eu leur brevet des collèges avec mention. Ça, c'est un sacré pronostic, enfin, une sacrée réussite. Ça veut bien dire qu'avec les aménagements, les aides, cette reconnaissance des aides, ils y arrivent. Reconnaissance de ce qu'apportent ces élèves, je l'ai dit, et puis les effets, c'est vraiment qu'on est en train de développer des savoir-faire, des savoir-être entre les partenaires et pédagogiques. Voilà. Mais on est encore dans une période de tâtonnement.
hein, parce qu'on est en train, en fait, l'école est en train d'apprendre ça. Voilà. Alors pour vous, parents, pour vous, associations, sans doute, ça va pas assez vite, mais en même temps, c'est en train de se faire. Alors, quelques points d'attention dans cette affaire-là et qui devraient nous permettre d'aller plus loin ensemble. Hein. Je dirais le risque de la surpersonnalisation. On a beaucoup abordé cette question-là en disant il faut personnaliser. Voilà, donc il leur faut soit un PPS, soit un PAP, soit un PPRE, j'en passe. Alors les sigles, déjà il faut s'y reconnaître. J'ai la chance de travailler un peu à l'international et quand je raconte ça à nos amis italiens, ils disent vous êtes complètement fous en France. Hein, voilà. Parce qu'eux, ils font un projet personnel qui va se décliner en fonction des besoins du jeune. Donc ça peut être momentané pour 3 mois, ça peut être pour 1 année, ça peut être pour plusieurs années dans une poursuite. Enfin voilà, toute la logistique administrative derrière est très très lourde. Et donc cette surpersonnalisation, à laquelle vous, parents, je comprends très bien que vous teniez. Parce qu'on est aussi dans une société, une culture où le sujet est très prégnant. Voilà. Donc on veut une compréhension au plus près de chacun de notre enfant, et c'est légitime. Mais en même temps, ce risque de surpersonnalisation, il peut être stigmatisant. Il peut poursuivre une stigmatisation. Et d'ailleurs, on voit certains adolescents qui refusent les aides pour ne pas être stigmatisés. C'est peut-être le cas de votre enfant. Il a le droit à un ordinateur, mais il ne veut pas l'utiliser parce qu'il ne va pas être comme les autres. Voilà. Donc comment on joue finalement quelque chose entre trop de stigmatisation et trop de banalisation. C'est-à-dire qu'il faut trouver une ligne médiane entre ne pas stigmatiser et ne pas banaliser. Donc bien prendre en compte qu'il y a des besoins, mais en même temps ne pas en faire une exception. Et des fois, c'est paradoxal. Hein, je me souviens d'un travail avec une famille sur un enfant qui avait des troubles du spectre autistique, qui rentre aussi dans les troubles des apprentissages. Hein, voilà, on est très proches. Et en fait, il voulait à tout prix qu'il soit scolarisé à l'école, ce qui était le cas. Il y avait une AVS qui était là, mais cet enfant continuait à faire des crises importantes. Voilà, dans la classe, donc ça veut dire une crise, voilà, on sait que ça fait partie du trouble. Hein, voilà. Et donc il demandait à l'enseignant de gérer cette crise, et ça, c'était pas possible. Voilà. Donc il fallait passer sans doute par un moment où la scolarisation serait sans doute allégée, hein, voilà, quel temps il pouvait être en classe. Il y avait l'AVS qui était là, mais qui ne réussissait pas non plus à gérer la crise, et donc c'était paradoxal leur demande. Ils voulaient qu'il soit à l'école, mais ils voulaient aussi qu'on lui laisse faire sa crise, et ça c'était quand même très très compliqué. Voilà, hein. Donc des fois on est pris dans ce paradoxe de vouloir vraiment que notre enfant soit pris en compte au mieux, mais on risque quelque part de le stigmatiser. Donc quelle limite, et c'est très compliqué. Je dirais aussi le risque de la surmédicalisation, c'est-à-dire que je vous ai montré très rapidement qu'on avait eu un changement de logique entre le tout psychologique, mais le risque aujourd'hui, ça serait le tout neurologique. Voilà. Et donc, on bascule, enfin, on balance toujours entre ces deux approches, hein, parce qu'un enfant qui est différent, qui se sent différent, psychologiquement, ça peut apporter des conséquences. Voilà. Donc, ne pas se priver de cette aide psychologique, même pour vous en tant que parent, parce qu'avoir un enfant différent en tant que parent, ben, c'est quelque chose de compliqué. Voilà. Donc, comment on le gère avec les frères et sœurs, hein. Moi, j'ai eu une petite sœur enfin ma sœur juste à côté de moi, je pense que c'est très lié à mon histoire, qui a eu une maladie, une grave maladie, puisque ses reins ne fonctionnaient pas, hein, et donc qui à l'époque n'a pas pu, enfin a eu une scolarisation très hachée, hein, parce qu'elle avait des séjours à l'hôpital et qu'à l'époque on n'était pas du tout dans ça, hein, voilà. Bah, pour les frères et sœurs, ça a aussi une conséquence. Voilà, c'est-à-dire que toute la vie de la famille peut tourner autour de cet enfant, et donc là il faut aussi faire attention. Dans les autres points d'attention, je dirais veiller, et ça c'est plutôt du registre de l'école, mais je vous éclaire là-dessus, sur le travail conjoint entre l'AVS, l'accompagnant et l'enseignant. Là aussi, on a des recherches actuelles qui nous montrent que parfois, l'AVS, considéré comme un droit pour scolariser, eh bien vous dites, moi j'ai droit à un AVS, c'est vrai. Ouais. Mais sauf que dans la réalité, des fois ça va empêcher l'enfant d'entrer dans l'apprentissage. Je vous donne un exemple très simple, c'est-à-dire que l'enseignant lit la consigne qui va suivre. Et en fait, l'AVS est obligé de reprendre la consigne.
Donc, vous voyez, le temps de l'enseignant qui a donné la consigne, ça veut dire que les autres élèves partent dans l'activité, et au moment où les autres élèves partent dans l'activité, l'AVS redonne l'activité, la consigne. Donc, il y a un décalage. Voilà. Donc, on a montré des choses comme ça, les chercheurs ont montré des choses comme ça, et interrogé cette présence des AVS. Donc, il faut qu'il y ait un travail beaucoup plus conjoint, beaucoup plus co-réfléchi, co-pensé, entre enseignants et accompagnants. Et si vous voulez, dans la mise en œuvre de la loi 2005, c'est des questions qu'on n'a pas eu le temps de traiter, mais qu'on va maintenant pouvoir poser, réfléchir aussi. Je dirais améliorer la compréhension mutuelle de ce que vivent les acteurs de la place où ils sont. Ça aussi, c'est un point d'attention. C'est-à-dire qu'à la fois que les enseignants comprennent mieux ce que vit le jeune, ce qui se passe dans sa tête. C'est une boîte noire, la tête, hein. On n'a pas de scanner d'IRM en direct, pour le coup. Donc l'enseignant, il faut qu'il comprenne de mieux en mieux comment il fonctionne. Hein. Voilà, là, si je te donne un texte comme ça, tu ne pourras pas le lire. Voilà. J'aurais pu vous apporter un exemple de texte que je travaille avec des enseignants. Je dis, ah ouais, non, mais comment on peut donner ça? Et oui, mais sauf que c'est un enseignant qui a donné ça. Voilà. Et il l'a donné ne croyant pas mal faire. On n'a pas des enseignants pervers, à part peut-être quelques-uns. Voilà. Donc il n'a pas cru mal faire. Et sauf que c'est à peine lisible pour peut-être, je dirais, 8 élèves de la classe, et totalement illisible pour les 25 autres. Donc là, il faut s'interroger. Voilà. Mais voilà, comment on va rentrer dans cette compréhension mutuelle? Donc enseignant vis-à-vis de l'élève, enseignant vis-à-vis des parents, et je dirais aussi parents vis-à-vis des enseignants. C'est-à-dire, voilà, il faut vraiment qu'on arrive, on sait, et ça aussi on a montré, chaque fois qu'il y a une relation de confiance entre une équipe enseignante et les parents, les choses avancent. Chaque fois que ça va se bloquer, eh ben, ça va être dramatique, entre guillemets, parce que c'est l'enfant qui va en subir les conséquences, le premier. Hein, alors que nous, adultes, en fait, on est responsable de nous mettre d'accord, de trouver ensemble des solutions et de quitter finalement des positions trop tranchées. Hein. Mais pour cette compréhension, je m'aperçois comment ça se joue sur des mots. Je me souviens d'une expérience, et puis je m'arrêterai là. Je pense que je suis au bout de mes 20 minutes, hein, vous me dites, parce que moi je peux continuer. Ah ben j'ai une horloge en France. Je me souviens d'un enfant, drame. C'était les premiers projets personnalisés à l'époque d'intégration, donc les ancêtres des PPS, PPI, projet personnalisé d'intégration. Et l'enseignante spécialisée avait rédigé ce projet, et l'objet de la réunion portait sur... Enfin, elle avait donné ce projet aux parents, qui avaient réagi très très fortement en disant « on refuse de le signer, c'est pas possible, on demande à vous voir, et on veut qu'il y ait un médiateur ». Donc, situation un peu chaude. Me voilà nommée médiatrice, de par ma fonction à la direction du CCN, j'arrive dans cette réunion. Et quand j'arrive, le papa n'était pas là, mais il avait demandé à être en direct par téléphone. Donc téléphone installé, le papa au bout de la ligne et la maman qui était là. Et en fait, la difficulté portait sur le fait que l'enseignante avait noté ne peut pas exécuter une consigne seule. Non, ne peut pas réaliser une tâche seule. Et en fait, les parents disaient, mais c'est pas vrai ça, parce que nous, à la maison, il met bien le couvert tout seul, il s'habille tout seul, il fait telle chose tout seul, donc c'est pas vrai. Et donc ce qui manquait, c'est ne peut pas réaliser une tâche seule dans le contexte scolaire, dans le cours de la classe. Il fallait sans doute la préciser. Et vous voyez comment une formulation comme ça peut déclencher voilà, quelque chose qui va être difficile. Alors je vous rassure, la réunion s'est bien terminée, on s'est mis d'accord et on a compris ce qui faisait l'objet de la discorde, quoi. Hein. Et heureusement, parce que sans quoi, eh ben, voilà, on pouvait aller beaucoup plus loin et beaucoup plus mal. Voilà, donc je conclurai là-dessus sur cette importance d'établir une relation de confiance avec les équipes enseignantes. Hein. Et pour cela, sans doute, c'est à la fois que du côté des enseignants, ils acceptent de vous dire, finalement, ben, voilà, ça j'ai compris ça avec Jérémy ou avec Capucine, j'essaye de faire ça avec lui, mais là je ne sais pas faire. Et puis vous, voilà, nous à la maison, ça fonctionne bien, ça fonctionne bien, et puis là c'est vrai que nous aussi on est en difficulté. Alors comment on fait ensemble maintenant, voyez? Et qu'on sorte un peu de
Oui, vous savez, il est sévèrement dyslexique, donc il faut absolument, je caricature, hein, c'est pas ce que vous faites, mais voilà, au nom du trouble, il faudrait tout de suite parler d'abord, avant d'amener le trouble, de votre enfant, de ce qu'il est. Puis ensuite, on va parler de ses besoins, de quoi il a besoin pour pouvoir avancer. Alors c'est vrai que le diagnostic est important, on est d'accord, mais là, le problème du diagnostic, c'est qu'il enferme dans une étiquette. Et que cette étiquette, c'est pas ce qui définit votre enfant. Voilà. Je vais m'arrêter là. C'est très dense, alors on va faire encore une pause témoignage avec Monsieur Toupé. Bonjour, donc Sylvain Toupé, je suis le parent de Nino, qui était là tout à l'heure, il est venu et puis il est reparti. Il est en 4e au Franc-Bourgeois, en Ulysse, enfin dans une classe où ils sont 4 garçons avec des troubles inclus dans une classe de 30. Il est donc au Franc-Bourgeois depuis la 6e avec un PPS en Ulysse. Il est dyslexique, dyspraxique, dysorthographique. Donc je voulais témoigner sur tout ce qui apporte cette intégration dans l'Ulysse et puis tout ce qui est mis en place pour lui. Et puis je suis aussi parent délégué, donc je suis en contact avec les autres parents et les professeurs pour gérer mon fils et les autres enfants, mais aussi tous les enfants de la classe. C'est le but. Donc, ce que ça amène, déjà, c'est un changement de philosophie. L'école s'adapte aux difficultés de l'enfant et n'essaye pas à tout prix à ce que l'enfant entre dans le moule. Et donc ça, c'est très important pour lui et pour nous. On en a parlé, là, beaucoup d'intervenants en ont parlé, de l'accompagnement personnalisé de la scolarité, des suivis réguliers, les réunions avec les responsables d'Ulysse, un suivi régulier avec les familles, une adaptation très importante aux besoins et aux difficultés de l'enfant. Ce qu'on note, nous, de notre côté, parents, et puis avec Nino, c'est que ce dispositif favorise le bien-être de l'enfant. C'est ce qu'on essaie de valoriser en premier, ce qui pose, de mon point de vue, des bases pour un meilleur apprentissage et qui est propice à la confiance en soi, qui, j'ai l'impression, ce qu'on essaye de mettre en avant, de garder cette confiance en soi pour les enfants qui ont ce parcours, pour qu'ils puissent progresser. Alors, dans ce qui est mis en place, là je parle de notre cas particulier, c'est des petits effectifs dans les matières jugées importantes, donc maths, français et puis langue vivante 1, l'anglais. Donc ils sont 6, ils sont 7 je crois. Ils ont regroupé les garçons et les filles qui sont dans 2 quatrièmes différentes. Donc ça c'est super bénéfique parce qu'évidemment les petits groupes ça permet d'être adapté, ça permet d'avancer. Ça s'inscrit dans le suivi personnalisé, mais c'est toujours avec un objectif qu'on ne perd pas de vue, qui est l'objectif de l'inclusion dans la classe entière, qui est vrai pour toutes les autres matières, et qui est un objectif à terme de pouvoir faire que ces enfants puissent faire encore plus partie de toute la classe en étant inclus dans les autres matières. Donc là, par exemple, d'après ce que Nino me dit, il est prévu qu'ils soient inclus en maths et en français au cours des semaines à venir. Donc pour moi, c'est le gage de l'intégration des enfants et ça lutte effectivement contre la stigmatisation, qui est une chose qui arrive. Là, on a fait des petits retours là, avec les parents sur le premier trimestre et un des témoignages, c'était de dire la stigmatisation du début de l'année a disparu parce qu'en fait, les enfants se côtoient maintenant tout le temps dans les classes et donc il y a de moins en moins de problèmes. Et avec la finalité dont je parlais, qui était de les inclure dans la classe entière pour en faire une partie intégrante. Juste un petit aparté, inclure dans la classe entière, c'est un objectif en soi, parce que c'est ce qui se passera quand ils seront dans les plus grandes classes, mais il y a aussi un suivi, une écoute,
qui fait que, par exemple, pour notre cas personnel, Nino, l'année dernière, c'est l'adolescence, et il était inclus en maths et en français, et le professeur principal, qui est très au fait de ce sujet, a préféré qu'on le sorte des inclusions pour qu'il puisse progresser non seulement sur l'apprentissage, mais aussi dans sa vie personnelle. Donc ça, c'est un point hyper positif qui montre le lien entre tous les sujets. Voilà, plus prosaïquement, les professeurs sont ouverts à l'utilisation des ordinateurs. Donc Nino, il a un ordinateur depuis qu'il est en 6e. Il se débrouille beaucoup mieux que son père avec. Il y a des prêts de matériel qui sont possibles, des scanners. Il y a l'utilisation de différents médias. On en parlait effectivement en français. Plutôt que de lire un livre, il peut écouter un audio-livre, ce qui est beaucoup plus facile pour lui. Et effectivement, il y a aussi, vous en parliez, une volonté des fois de ne pas utiliser tout ce qui est à sa portée pour être un peu comme les autres. Donc des fois, c'est un petit peu difficile, mais c'est de plus en plus, il l'utilise de plus en plus. Et enfin, il y a quand même l'objectif, c'est les évaluations. Les évaluations sont adaptées. Donc dans les matières où ils ne sont pas en inclusion, c'est souvent ça peut être des QCM. Les matières où ils sont inclus, c'est aussi adapté. Les devoirs sont plus courts ou ils ont plus de temps. Donc voilà, donc vraiment quelque chose où l'enfant a toujours droit de citer et on s'intéresse toujours à lui. Alors, je me présente, Xavier Canin, je suis chargé de mission handicap pour l'école d'ingénieurs Unilassal. Unilassal qui est sur 3 campus, Beauvais, Rennes et Rouen, qui fait partie plus largement du réseau Lassalle, dont les Francs-Bourgeois font aussi partie. C'était intéressant, là j'avais animé une formation justement pour les enseignants de l'ULIS 10 des Francs-Bourgeois l'année dernière. Ou il y a 2 ans, j'ai un doute. Voilà, alors j'ai aussi une autre mission dont je vous reparlerai par la suite. Je suis aussi animateur du groupe handicap à la conférence des grandes écoles, donc qui est la conférence des grandes écoles, qui est l'association qui réunit les 225 grandes écoles en France. Et ce groupe handicap se réunit tous les 2 mois pour travailler sur différentes thématiques ou différentes problématiques rencontrées sur nos campus pour les étudiants, rencontrées par les étudiants en situation de handicap. Quelles que soient les situations, et donc nous travaillons régulièrement sur des différentes solutions. Je ne savais pas trop de quelle manière j'allais aborder cette intervention, et en fait cette semaine j'ai eu un échange téléphonique, un appel dont je voulais vous parler en fait, qui est sans doute le meilleur exemple que l'on puisse avoir sur le parcours de ces étudiants 10 dans l'enseignement supérieur. C'était celui de Martin, et c'est un appel que j'ai eu suite à un jury de diplomation, et je vous parlerai par la suite de cet appel. Jusqu'à mardi, Martin faisait partie de la 50aine d'étudiants 10 accompagnés sur nos 3 campus, 50 sur environ, je crois qu'ils sont 101 étudiants en situation de handicap accompagnés cette année. Quand je suis arrivé à mon poste il y a 7 ans, ils étaient 5. À Beauvais maintenant, donc on est passé de 5 à 80, et puis après il y a eu 2 fusions, donc avec Rennes et Rouen, donc ça fait 101 étudiants accompagnés sur les 3 campus. Voilà, il fait partie donc, de ces 101 étudiants en situation de handicap qui poursuivent des études d'ingénieurs dans les domaines de l'agronomie, de l'agro-industrie, de l'environnement, de la géologie et de l'alimentation santé. Martin est arrivé dans la filière d'ingénieur en agriculture en 2014, en admission parallèle, après avoir effectué un BTS en production animale. Il a réalisé une formation par apprentissage pendant 3 ans dans une entreprise de production d'aliments pour le bétail. Ces formations par apprentissage demandent une certaine organisation de travail assez rigoureuse, mais elle correspond bien au profil d'apprentissage de ces étudiants 10 qui ont besoin d'apprendre à la fois par la théorie et par le terrain.
Pendant son cursus, il a pu bénéficier d'aménagements pour les examens, à la fois, entre autres, bon, lui je parle de son cas, donc des temps majorés, et a pu s'aider de correcteurs d'orthographe et de grammaticaux tels que Medialexie ou d'autres logiciels que j'ai pu acquérir pour ses étudiants. Son grand problème a été l'acquisition de l'anglais, on est d'accord, pour les élèves 10, c'est la bête noire. Certains d'entre eux arrivent à valider le niveau B2 demandé par la commission des titres d'ingénieur simplement grâce à l'aménagement de l'examen. Donc c'est par exemple l'utilisation d'un tiers-temps ou autre aménagement. Mais pour d'autres, malgré un travail conséquent, malgré des séjours linguistiques, etc., des cours supplémentaires, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Et ceux-là, en fait, peuvent, depuis 1 an et demi, bénéficier d'un contrat d'adaptation qui leur permet de valider ces certifications compétence par compétence. C'est-à-dire qu'on ne leur demande plus de valider d'un coup un TOEIC avec un niveau B2 en lecture-compréhension et un niveau B2 en écoute-compréhension, mais on va leur proposer de valider, ils vont essayer donc d'abord de valider la lecture-compréhension sur un TOEIC et pourquoi pas par la suite l'écoute-compréhension avec un BULAT, dans lequel en fait l'intérêt du BULAT c'est qu'il y a une double écoute. Ça c'est une possibilité qui est induite par ces contrats d'adaptation. La deuxième, c'est que ces contrats d'adaptation permettent aussi aujourd'hui de valider un niveau d'anglais par une certification, par une évaluation d'un organisme extérieur. Ça peut être genre un organisme de formation d'anglais et l'enseignant qui va lui avoir donné des cours supplémentaires par exemple à cet étudiant va pouvoir, le formateur va pouvoir l'évaluer directement et évaluer son niveau. Et c'est-à-dire qu'on sera plus l'étudiant ne sera plus face à une certification classique qui est avec des questions non contextualisées, donc hyper difficile pour ces jeunes-là. Donc lundi dernier, pour la première fois, notre école d'ingénieurs a validé le titre d'ingénieur pour des étudiants bénéficiaires de ces contrats d'adaptation. Alors quand je dis c'est la première fois, tout simplement parce qu'auparavant, comme je vous dis, ce contrat a été créé en 2016, donc c'est tout récent. Donc ce sont les premiers bénéficiaires de ces contrats d'adaptation. Et c'est vraiment une réussite. Alors, ces contrats, justement, ont été créés par la conférence des grandes écoles en lien avec la commission des titres d'ingénieur. C'est quelque chose sur lequel on a travaillé pendant 1 an et demi, quand on en avait marre de voir que des étudiants en 10 ne pouvaient pas être diplômés à cause de l'anglais. C'était excellent partout, sauf en anglais. Donc là, c'était personnellement aussi une très grande émotion de voir pendant ce jury ces 2 étudiants diplômés, tout simplement parce que ça fait des années qu'on se battait dessus, et aujourd'hui, c'était une réalité, et ces contrats d'adaptation sauvent des situations extraordinaires. Donc mardi matin, je vous raconte pas cet appel de Martin, qui depuis 1 an essayait désespérément de passer son TOEIC, et qui a appris qu'il avait obtenu ce titre d'ingénieur en agriculture, et aujourd'hui, il travaille dans le contrôle laitier. Plus largement, au niveau des travaux de la conférence des grandes écoles, alors donc il y a eu ce contrat d'adaptation qui a été proposé, qui a été créé, donc comme je vous dis, qui sauve beaucoup de situations aujourd'hui. Et on a travaillé sur l'accessibilité des concours, parce que c'est aussi une grande question, des grandes difficultés on peut rendre accessibles nos filières, mais si auparavant les concours ne sont pas accessibles, c'est plus compliqué. Donc on a créé 17 fiches pratiques qu'on a envoyées à toutes les banques d'épreuves, et il faut savoir qu'aujourd'hui, pour des concours, pour des écoles post-bac, les élèves peuvent utiliser la certification, l'attestation d'aménagement qu'ils ont eu pour le bac, Ça évite de faire plusieurs démarches. Voilà, ça c'est des choses qui doivent être aussi indiquées sur les sites internet des banques d'épreuves. Donc je reparlerai par la suite de cette transition secondaire supérieure ou les anticipations qu'il faut prévoir. On travaille aussi sur la mobilité internationale. Depuis 1 an et demi, on est en plaidoyer sur la création d'un statut international d'étudiants en situation de handicap pour garantir cette mobilité. Alors, ça fait 1 an et demi qu'on travaille dessus, ça fait 1 an et demi qu'on a des avancements et surtout des grandes avancées politiques. Voilà, aujourd'hui, on sait que le gouvernement soutient cette idée, et surtout que l'ONU est en attente. On a pu rencontrer la rapporteure spéciale
pour les droits des personnes handicapées qui trouvent que le projet est essentiel, alors qu'aujourd'hui, beaucoup d'étudiants en situation de handicap ne peuvent pas partir en mobilité parce que, à cause des questions de transport de médicaments, d'accès au transport adapté sur place, l'accès, il y a aussi un manque d'informations sur les associations ou les entreprises qui sont dans le pays d'accueil pourront les aider dans le quotidien. Donc voilà, on est en train de travailler sur ce projet et voilà, c'est plutôt bien parti. Après, c'est un projet d'ampleur et voilà, ça ne sera pas en quelques mois que ça sera réalisé, voire on espère déjà en 3-4 ans, si ça peut être mis en place, ça serait top. Et on va bientôt aussi travailler sur tout ce qui est accès aux prêts pour les étudiants en situation de handicap, aux prêts étudiants, parce que comme pour les prêts d'achat immobilier, etc., quand on a une situation de handicap, on n'a pas forcément accès aux prêts. Donc voilà, ça c'est des choses... En gros, toutes les discriminations que peuvent vivre nos étudiants sont travaillées en Seattle au niveau de la conférence des grandes écoles. Et donc, voilà, on essaie de trouver des solutions avec des partenaires ou avec, voilà, on travaille directement avec des entreprises ou que ce soit des assurances, que ce soit des banques, etc. Les difficultés des élèves 10 dans l'enseignement supérieur. La première, c'est l'anglais, on en a parlé. Alors, je liste déjà quelques difficultés que j'ai pu répertorier. Après, je vais vous parler de solutions. Donc, l'anglais, la prise de notes avec la fatigabilité, la rédaction de rapports, tout ce qui est toujours dans la rédaction, tout ce qui concerne les fautes d'orthographe, de grammaire, de syntaxe, bien sûr. Les modes d'apprentissage aussi, ils ont été formatés à un mode d'éducation nationale où on n'apprend que d'une certaine manière. Excusez-moi, c'est peut-être un peu réducteur, mais c'est souvent ce qu'on voit. Et des spécificités vis-à-vis de nos filières. Par exemple, nous, on a des étudiants dyspraxiques en géologie. Alors, tout ce qui concerne le dessin, la lecture des cartes, etc., c'est parfois plus compliqué. Les solutions. Donc, en anglais, on a des enseignants qui sont... qui vont proposer des exercices complémentaires ou plus adaptés à leur au fonctionnement d'apprentissage de ces élèves 10. On va travailler, donc, comme j'ai dit, par l'évaluation par compétences et grâce au contrat d'adaptation. Alors, il y a quelque chose aussi que je voudrais redire, c'est nous, dans notre école, on a la chance, j'ai vraiment ce rôle de coordinateur de dynamique inclusive. C'est-à-dire que moi, tout seul, je ne pourrais pas arriver au résultat qu'est notre école aujourd'hui et à l'accompagnement de ces étudiants dans la globalité de la formation. Donc vraiment, ce qui est important, c'est vraiment que l'ensemble de l'équipe pédagogique soit sensibilisé, mais également les associations étudiantes, j'en parlerai par la suite. Au niveau de la prise de notes, on demande par exemple à ce que les enseignants donnent leurs cours en avance, que ce soit sur Internet ou par poly, imprimé. Comme ça permet aux étudiants de 10 de prendre directement leurs notes sur les slides. On travaille aussi avec des logiciels comme Alpha Reader qui permet de pouvoir prendre des notes directement sur les sur les PDF, pardon. Et il y a aussi une synthèse vocale qui est intéressante, c'est-à-dire que moi j'ai des étudiants qui, grâce à cette synthèse vocale, enregistrent leurs cours ou les slides, les cours sur PDF en format MP3 et vont courir avec leurs cours sur les oreilles. Voilà, ça marche très bien. On a aussi des scanners, bien sûr, qui permettent à un étudiant de numériser la page de son camarade, par exemple, les notes de son camarade. Et aussi, pour certains d'entre eux qui ont vraiment beaucoup de mal au niveau de la prise de notes, on travaille avec du tutorat audio. Il faut savoir que dans l'enseignement supérieur, on n'a plus d'AVS. Tout ça pour deux raisons. La première, c'est que souvent, normalement, les AVS doivent avoir un niveau supérieur minima ou égal au niveau de l'étudiant. Donc, ce n'est pas forcément le cas. Et en plus, on a des filières vraiment très spécifiques. Le deuxième point, c'est que s'ils sont entièrement aux frais des établissements, et c'est vrai que nous, des établissements privés, on n'a quasiment aucune subvention de ministère de tutelle. On a juste de temps en temps le ministère de l'Agriculture, nous, parce que je crois qu'on a assez de chance, parce que je crois que c'est un des seuls ministères de tutelle qui aide les écoles d'ingénieurs à financer les missions handicap et des aménagements. Mais sinon, voilà, on n'a que très peu de subventions, donc nous, on va aller chercher ces subventions auprès des entreprises, parce que, j'en reviendrai là-dessus, mais les entreprises sont en attente de ces profils. À la fois, on ne va pas se cacher, il y a une obligation d'emploi à 6%, mais aussi, ils nous le disent, nous, les profils 10, ça les intéresse, parce que c'est des profils
cognitifs différents et ils ont besoin d'avoir ces différentes, des profils différents dans leurs équipes de travail. Donc les entreprises répondent positivement à ces besoins financiers. Entre autres, voilà, nous, on a 6 entreprises partenaires qui sont affichées à mon stand là-haut et ça marche plutôt bien. En plus, elles s'engagent à aider ces jeunes à trouver des stages, des apprentissages et de l'emploi. Donc c'est plutôt gagnant pour tout le monde. Donc, pour revenir au niveau des AVS, on est aussi, c'est ce que vous disiez Madame Potou, la question d'avoir un AVS auprès de l'étudiant dans son parcours d'enseignement supérieur. Il dit que ça va isoler le jeune et c'est pas forcément la meilleure des choses au moment, dans cette étape cruciale de formation. Donc nous, on préfère que ce soit du tutorat d'UE, par des étudiants, tuteurs des étudiants bénévoles, volontaires, qui vont transmettre leurs cours et, si besoin, donner des réexplications de cours à leurs camarades. On est sur la base du volontariat, ça rentre dans le cadre, nous, sur notre campus, dans le cadre de l'engagement volontaire. On demande à chacun de nos étudiants d'avoir 20 heures d'engagement volontaire par an, que ce soit des engagements de solidarité ou de services auprès des associations du campus. Et faut que je me dépêche. Ok. Non, mais j'ai bientôt fini, je vous jure. Donc voilà, donc ça rentre dans ce cadre-là et on préfère que ce soit d'entraide entre les étudiants. Et au niveau des universités, par contre, il y a aussi des preneurs de notes, mais c'est un fonctionnement différent, sachant que les preneurs de notes ne suivent pas forcément les cours de leurs camarades. Là, nous, vu qu'ils seront dans la même classe, c'est pour ça que le tutorat d'UE est possible. Pour la rédaction de rapports, on travaille avec les logiciels comme peut-être Dragon, Medialexi, etc. Pour les examens, bien sûr, il peut y avoir tout ce qui est aménagement, tel que PC, secrétaire d'examen, temps majoré, non-comptabilisation des fautes d'orthographe, reformulation des consignes, taille et police de caractères différentes. Pour les fautes d'orthographe, j'ai parlé des logiciels. Pour les modes d'apprentissage, moi, je les encourage vraiment à utiliser des modes qui leur correspondent, c'est-à-dire qu'on arrête de faire des fiches linéaires. Eux, ils ont, en fonction de si la dyslexie vient d'un développement cognitif différent, je les encourage vraiment à utiliser tout ce qui est cartes heuristiques, etc. D'utiliser des grands tableaux blancs dans leur chambre dans lesquels ils vont faire leur propre schéma qui va synthétiser leurs cours, qui vont synthétiser les cours. En fonction aussi de nos filières, on a une filière en géologie, je vous ai dit qu'on a des étudiants dyspraxiques dans cette filière. Et c'est vrai que là, je suis arrivé, quand j'ai accueilli cet étudiant dans cette filière l'année dernière, j'étais arrivé au niveau de mes limites. Voilà, comme je vous dis, moi, je vous ai peut-être pas dit, mais je suis de formation éducateur spécialisé à la base, donc j'ai pas mal de notions sur l'accompagnement des jeunes qui ont une situation de handicap, mais là, j'avoue que j'étais un peu bloqué. Donc depuis 1 an et demi, on travaille avec une ergothérapeute de Beauvais, qui est venue en cours, qui est venue dans les TP, qui a regardé ce qui était demandé par les enseignants aux étudiants, et depuis, donc, elle le reçoit en entretien à son cabinet et de temps en temps elle revient aussi sur le campus pour, quand il y a des nouveaux cours. Donc, tout ce qui se passe sur le campus, c'est moi qui le finance sur des déplacements. Et pour les entretiens, les séances d'ergothérapie qui ont lieu à son cabinet, c'est l'étudiant qui les finance, mais avec une bourse de la Fédé. Je fais une petite pub, mais c'est par la suite, t'en parlera Elena. Il y a quelque chose qui est très important pour ces étudiants, et on en est conscient, c'est l'accompagnement individualisé. Ce sont des étudiants qui, vous les connaissez, qui ont besoin d'être rassurés, qui ont souvent un grand manque de confiance en eux, que ce soit par leur fonctionnement cognitif ou par aussi, j'en ai aussi qui me racontent un peu ce qu'ils ont pu vivre dans l'enseignement secondaire, où on voyait, comme ils disaient, que leur cahier volait à travers la classe, etc. Voilà, ils ont parfois un grand manque de confiance, donc c'est vrai que c'est des étudiants que je vais recevoir très régulièrement dans les 2-3 premières années, pour les rassurer, face même par exemple quand il y a des difficultés dans telle ou telle matière, comment trouver des solutions pédagogiques, mais aussi simplement les écouter, les rassurer. Et j'ai terminé juste par parler des capacités spécifiques des étudiants 10. Donc comme je vous disais, dans notre école, on a plus de 50 étudiants 10 dans les filières, essentiellement en agri et en agriculture, en lien avec l'agriculture et la géologie. Tout simplement parce que, en fonction du fait que si la dyslexie, si les troubles 10 sont issus de développement cognitif particulier, en fait, il y en a certains qui vont développer des atouts
très particuliers qui vont être en lien avec ces filières. Par exemple, moi j'ai beaucoup d'étudiants 10 en géologie qui vont être très à l'aise avec la vision des éléments en 3D. Donc quand il faut décrire des minéraux, regarder toutes les aléas d'un minéral, c'est beaucoup plus simple. Ils vont avoir des compétences au niveau de la synesthésie. Ils vont être aussi très créatifs au niveau du dessin aussi. Donc il y a beaucoup de choses qui vont être des atouts pour eux finalement dans ces filières-là. Ce sont aussi souvent des étudiants très altruistes, très engagés auprès des autres étudiants. On a une antenne de la protection civile sur notre campus qui a été créée par les étudiants. Et c'est assez intéressant, j'ai pas mal d'étudiants 10 qui font partie de cette antenne de la protection civile. Et puis au niveau de l'insertion professionnelle, comme je vous disais, les entreprises sont en attente de ces profils. Donc il faut vraiment surtout encourager ces étudiants à poursuivre des études supérieures parce que les entreprises sont là derrière pour eux. Et alors, en conseil, je n'ai 4 conseils, et c'est vraiment ces 4 lignes, je vous le promets, je ne dévie pas. Le premier, c'est il faut que ces jeunes aillent aux journées portes ouvertes des écoles qui les intéressent dès l'année de la première, qu'ils aient le temps de rencontrer toutes les écoles. Ça, c'est très important, non seulement pour qu'ils voient si les filières proposées sont celles qui leur correspondent, mais aussi il faut qu'ils voient où est-ce qu'ils se sentent le mieux. Ça, c'est très important pour eux. Et il faut qu'ils vérifient, à vous aussi parents, de vérifier la présence d'un référent handicap dans l'école. Il y a une obligation, ok, c'est pas forcément, j'avoue, le cas partout. Et si personne dans une école n'est capable de vous dire qui est-ce qu'est le référent handicap ou comment le trouver, c'est que pendant les 5 années qui vont venir, ou les 3, ça dépend si c'est du poste prépa, vous n'arriverez pas à le trouver. Respecter aussi les délais des procédures des concours, c'est-à-dire que quand votre enfant veut s'inscrire à un concours, regardez bien les délais, les procédures, et surtout dès qu'il veut s'inscrire, n'hésitez pas à donner un petit coup de fil au responsable de la banque d'épreuves avant même qu'il reçoive votre document d'aménagement du bac que vous leur enverrez, et ben voilà, qu'ils sachent qu'il y a tel jeune qui aura besoin de tel aménagement, qu'il ait déjà en tête. Et en cas de souci, ne pas hésiter à m'appeler en fait, parce qu'au niveau de la conférence des grandes écoles, j'ai aussi ce rôle qu'on est 2 co-animateurs du groupe, et donc quand on a des soucis, des banques d'épreuves, quand des candidats n'arrivent pas à avoir leurs aménagements, nous on intervient soit auprès des banques d'épreuves, soit auprès des écoles. Donc voilà, on a ce rôle de médiateur. Et enfin le dernier point, c'est important que le jeune se déclare quand il arrive dans l'enseignement supérieur, tout simplement parce que en fait, quand ils arrivent dans l'enseignement supérieur, ils sont la plupart majeurs. Et nous, en tant que référent handicap, on n'a pas le droit d'aller vers les jeunes. C'est-à-dire que c'est à eux. On n'a pas le droit quand on voit un étudiant en situation de handicap, on ne peut pas aller lui dire on a des aménagements à proposer. Ça doit être une démarche personnelle et volontaire de l'étudiant. Ouais, ça m'est déjà arrivé de voir un étudiant mal marchand arriver en géologie dans notre école. Il a mis pas mal de temps avant de venir demander des aménagements, alors qu'il y avait des séances de terrain qui arrivaient, qui demandaient quelques aménagements quand même, tout de même. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'important, c'est que c'est une démarche personnelle et volontaire de l'étudiant. Voilà, je vous remercie. Alors, on a essayé de faire crescendo en partant de la petite école et de gens pour aller vers le supérieur et le post-bac. Et il nous reste Elena, auquel on a mangé tout le temps, mais c'est pas grave, on va le prendre quand même, pour vous parler de l'insertion professionnelle. Bonjour. Je vais rebondir un peu sur ce qu'a dit Xavier pour vous présenter la FEDE. Qui est un objet assez complexe. Oui, ça va mieux ? Voilà. Qui est un objet assez complexe, mais je suis là-haut si vous avez besoin d'informations complémentaires. Pour comprendre la FEDE, il faut l'attraper par le réseau, donc, qui est son cœur. Le réseau de la FEDE, ce sont 700 jeunes en situation de handicap. 54 associations étudiantes qui naviguent un petit peu autour et qui en sont membres. C'est une association qui a été créée en 2010 par des étudiants et des jeunes actifs en situation de handicap. Et ce qui est précieux à la FEDE, c'est qu'en fait, c'est une association qui propose des actions très concrètes pour accompagner les jeunes depuis le parcours d'études jusqu'à l'insertion professionnelle et qui défend évidemment les valeurs de la loi de 2005, donc l'inclusion, en prenant en fait les valeurs de l'empowerment et de la pair émulation. Donc c'est vraiment l'appui par les pairs pour les jeunes. Donc c'est l'appui des jeunes
pour les jeunes en situation de handicap, avec des objectifs vraiment de participation sociale pleine, d'appui à la réalisation de choix, de choix réels, concrets, et qui s'adresse en fait à la jeunesse de façon un peu différente. Donc c'est intéressant pour vos jeunes, je pense, de savoir quelles sont les propositions que la Fédé peut faire aux différentes étapes de son parcours. Là, j'ai vu pas mal de parents tout à l'heure, des fois de parents de jeunes un petit peu trop jeunes pour nous, 11 ans, 12 ans, mais c'est bien de savoir que vers 14, 15, 16 ans, on aura des choses très concrètes à leur proposer. Alors, dans les choses très concrètes, il y a les dispositifs dont je m'occupe moi d'habitude et que je connais mieux. Donc, c'est tout ce qui est tutorat étudiant à destination des collégiens et des lycéens. Donc, phare, fratrie, je vous en parlerai avec grand plaisir si besoin. Ensuite, vous avez toute la partie réseau d'entraide. Donc, ce sont 14 commissions actuellement de jeunes en situation de handicap qui développent des thématiques qui sont importantes pour eux. Donc l'équipe salariée, c'est une équipe support qui anime, mais l'animation vient du réseau lui-même. Ces commissions, elles sont très diversifiées. Il y a une commission plaidoyer, donc on est présent quand même à la CNCPH, sur la commission éducation. On travaille beaucoup avec Xavier, la CGE. Voilà, il y a tout ce travail pour le droit des jeunes en situation de handicap, mais il peut aussi y avoir une commission handicap invisible, gestion de la douleur, mobilité internationale. Donc c'est toutes les thématiques qui sont importantes pour les jeunes et qui sont développées par eux. 3 fois par an, tout ce réseau se réunit, on sort juste de nos rencontres nationales et nous avons en fait des ateliers qui sont animés par les jeunes des commissions eux-mêmes. Et on a aussi une commission insertion professionnelle qui propose des actions très très concrètes à l'occasion de ces rencontres nationales et notamment des petits ateliers de techniques de recherche d'emploi, des ateliers de techniques de recherche d'emploi, des ateliers CV, des ateliers de conseil. Voilà. Et comme tout ça passe des jeunes pour les jeunes, le discours est sensiblement différent. Il y a un partage d'expériences, il y a les bonnes solutions ou les solutions concrètes qu'ils ont pu trouver. Il y a le fait de pouvoir parler avec des un peu plus âgés qui ont déjà fait des choix d'orientation. Donc c'est assez, tous ces ateliers, tout ce travail des commissions est vraiment extrêmement précieux. Voilà. En parallèle, nous avons aussi du côté de la Fédé une partie de l'équipe salariée qui va travailler en fait à déployer des actions qui sont vraiment facilitatrices. Il faut voir ça de ce côté-là. La Fédé propose des actions qui facilitent les étapes de transition, qui facilitent l'insertion professionnelle. Donc, on a un volet du côté de l'insertion professionnelle qui va proposer en marge, par exemple, des événements ou des grands forums proposés par les grandes écoles ou les universités, des espaces un petit peu plus intimes, ou un peu plus protégés, où on va accueillir des jeunes en situation de handicap qui sont dans des démarches d'insertion professionnelle et qui ont besoin de rencontrer un référent handicap, et d'avoir un peu un retour et un sas un peu protégé pour parler de l'accès et de l'entrée dans l'emploi. Donc voilà, donc ça c'est toute la partie handicapée. Nous avons aussi des systèmes de parrainage. Donc alors les systèmes de parrainage du côté de l'emploi, ça va être soit du parrainage de jeunes étudiants qui sont dans des cursus RH, donc qui sont quasiment en fin d'études et qui vont accompagner de façon très individualisée d'autres jeunes qui eux-mêmes sont dans un parcours d'insertion, sont en train de terminer leurs études, commencent à se positionner un petit peu sur le terrain professionnel, sont en recherche de stage, par exemple. Et donc, ces parrains en fait, vont être accompagnés par la Fédé pour structurer un petit peu la proposition qui est faite à ces jeunes. Et également un parrainage qui est fait par des jeunes actifs des entreprises qui, là aussi, en fait, sont sensibilisés et formés par la Fédé. Voilà. Donc là, du côté de l'insertion professionnelle, pour un jeune qui est en fin de cursus ou qui s'interroge aussi sur ce qu'il va vouloir faire, etc., il y a toute une série de propositions très concrètes qui peuvent être faites, soit en passant directement par notre équipe, c'est-à-dire en appelant la Fédé côté salarié, mais vous avez des brochures là-haut, soit aussi
en encourageant vos jeunes à intégrer le réseau de la Fédé, parce que ça ne coûte pas bien cher, hein, c'est 1 € pour rentrer à la Fédé, et c'est rentrer aussi dans un réseau et être invité 3 fois par an à participer activement à ce réseau, à participer au travail des commissions. Voilà, donc c'est une des portes d'entrée. L'autre porte d'entrée, c'est celle que vous pouvez, vous, en tant que parents, proposer éventuellement à vos jeunes, qui est celle des tutorats. C'est-à-dire que s'ils sont dans leur parcours scolaire, s'ils sont en 4e, 3e, c'est intéressant de leur dire, voilà, tu peux aller éventuellement une fois par semaine participer à un groupe, qui n'est pas un groupe où on va traiter du scolaire, mais qui est un groupe où on va travailler des compétences transversales, avec des un petit peu plus âgés, avec des étudiants bénévoles, volontaires, qui vont les accompagner aussi un peu dans ces démarches, et puis certainement avoir un discours un peu différent de celui qu'on peut avoir en tant que parent, ou de celui qu'on peut avoir en tant qu'enseignant, ou voilà. Voilà, mais de toute façon, je suis là-haut en fait de bien. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Je voulais vous dire que j'étais vraiment terrible, je ne supporte pas les questions. Donc, comme c'est moi l'organisateur, on n'a pas le droit aux questions. On a le droit de rencontrer des gens autour des tables, au premier étage, où vous pourrez voir et rencontrer chacun des intervenants qui ont parlé ici. N'hésitez pas à attendre un petit peu, parce que c'est toujours un petit peu long. Du coup, buvez un petit café. Je vous en prie, mangez ces croissants, parce que sinon, je vais me faire gronder d'en avoir commandé autant. Je vous en prie, mangez-les, mangez-les, mangez-les. Merci beaucoup.